Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Je vous rappelle que Storia Voce est devenue une marque de la revue Histoire et Civilisation. N'hésitez pas à vous rendre aussi sur leur site, à vous procurer le magazine chez votre marchand de journaux et même à vous y abonner. Ce podcast vous est donc offert par notre rédaction avec le soutien de l'association Storia Voce qui existe toujours naturellement. Et si vous souhaitez nous soutenir dans nos actions, eh bien vous pouvez faire un don à l'association en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site internet storiavoce.com. Alors je vous propose aujourd'hui d'évoquer avec vous un destin hors du commun, une figure de la résistance et de la lutte clandestine contre l'occupant nazi, une femme aussi belle que volontaire, mariée à 19 ans, mère à 20 ans, veuve à 21 ans, agent des services secrets britanniques à 22 ans, déportée et enfin assassinée à 23 ans dans le camp de Ravensbrück. Violette Szabo, puisqu'il s'agit d'elle, est malheureusement peu connue de ce côté de la Manche. Étonnamment, aucune biographie n'était disponible en langue française. Guillaume Zeller vient de combler ainsi un vide et nous l'en remercions. Guillaume Zeller, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous êtes journaliste et vous venez de consacrer donc un livre à ce sujet, à ce personnage qui est un personnage, comme nous allons le voir, qui est assez fascinant. Violette Szabo, de Londres à Ravensbrück, une espionne face au SS, un livre paru chez Talandier. Comment avez-vous découvert ce personnage, Guillaume Zeller ? Eh bien, c'est une rencontre qui est déjà ancienne, puisque Violette Szabo est apparue dans ma vie, si j'ose dire, en l'an 2000, tout rond. C'était en plein été, et je réalisais à l'époque une série d'entretiens avec des figures, des personnalités civiles et militaires qui avaient participé aux actions récentes aux actions armées récentes de la France, donc Seconde Guerre mondiale et guerre coloniale, pardon. Et j'avais rencontré ce jour-là un homme étonnant qui s'appelait Bob Maloubier. Et il m'avait reçu chez lui à Brunoy dans la banlieue parisienne, et il m'a raconté un peu tous ses exploits. Il était agent secret, c'était un personnage totalement étonnant, hors norme, qui avait fait tous les conflits contemporains qu'on puisse imaginer, même les plus secrets si j'ose dire. Et il parlait tout ça avec beaucoup d'assurance, beaucoup d'humour, un certain flegme. Et à un moment, il était très ému quand il m'a parlé de Violette Szabo. Pourquoi ? Parce que cette jeune femme avait été donc agent secret, vous l'avez dit dans votre introduction, agent secret avec lui pendant la guerre au sein du SOI britannique. Ils avaient sauté ensemble sur le Limousin 2 jours après le débarquement. Et Violette Szabo avait traversé sa vie pendant quelques mois, et ce souvenir restait d'une intensité folle chez lui, chez cette espèce de géant que j'ai découvert perméable à l'émotion, ce qu'il ne laissait pas forcément percevoir à l'origine. Et donc il m'a parlé un petit peu de cette jeune femme qui effectivement saisissait tout le monde par sa beauté hallucinante, et puis qui en même temps était une personne très très sportive, très gaie, très très bonne camarade d'une certaine façon, et qui s'est comportée de façon héroïque au cours de 2 missions clandestines. Alors vous avez utilisé beaucoup de sources. Quelles sont ces sources ? Parce que vous montrez vous-même dans toute la dernière partie de votre livre combien il a été difficile pour Vera Atkins, nous verrons tout à l'heure qui est Vera Atkins, de trouver des renseignements sur ces dernières semaines d'existence. Alors c'est en effet un des principaux défis que j'ai dû essayer de relever en écrivant cette biographie, c'était celle des sources, car vous le dites vous-même, il n'y a pas grand-chose. Pour une bonne et simple raison, c'est que Violette Szabo était agent secret, donc par conséquent les archives sont extrêmement peu nombreuses. Donc elle dispose d'un dossier à Londres, bien sûr. On trouve également quelques informations aux archives de la Défense dans son dossier de résistante, puisqu'elle avait le statut de déportée interne et résistante. Donc voilà, j'ai pu trouver des choses à Vincennes, des choses à Caen la concernant. Je suis très heureux aussi parce que j'ai pu retrouver tout le dossier de naturalisation de son mari Étienne, qui était complètement méconnu, on parlera peut-être de lui tout à l'heure, qui était un légionnaire et qui était son époux. Donc voilà, ça m'a permis quand même d'éclairer un certain nombre de zones d'ombre, mais sinon j'ai beaucoup dû travailler avec de la bibliographie, essentiellement. Il y a quand même pas mal d'œuvres consacrées à l'action du SOI, en tout cas de la section française du SOI, qui m'ont bien aidé.
Après, on le sait dans ce type de travail, ce qui est parfois éreintant, c'est qu'on a vraiment des sources totalement contradictoires parfois. Vous le montrez bien dans votre livre. Donc vous l'aurez constaté à plusieurs reprises, je dois confier mon impuissance par rapport à une information que je n'arrive pas à vérifier. Vous avez rencontré sa fille parce qu'elle avait une fille. Alors en effet, Violette Szabo était la mère d'une petite Tania, qui aujourd'hui n'est plus tout à fait petite, avec qui j'ai en effet échangé pour préparer ce livre. C'est forcément quelque chose d'assez un petit peu impressionnant de s'approcher comme ça d'une grande figure auprès de s'emparer de cette figure et d'en parler avec sa propre fille, puisque je voulais raconter la vraie histoire de Violette Szabo. Elle a été très romancée, sa vie, et donc peut-être faire tomber certaines légendes et nourrir peut-être d'autres légendes également. Mais en tout cas, j'ai vraiment voulu travailler sur des faits établis, et en effet qui parfois entraient en contradiction avec peut-être ce qu'elle souhaitait elle entendre. Mais après, nos relations se sont tout à fait bien déroulées. Et, on a échangé là il y a encore quelques jours au sujet du livre que je lui ai envoyé, qu'elle a reçu, et je crois qu'elle est heureuse. Très bien. Tout d'abord, sa filiation anglo-française va être très importante, va jouer un rôle naturellement important dans son existence. Avant de s'appeler Violette Szabo, elle s'appelle Violette Bushell. Exactement, mais tout dans son parcours est assez singulier, puisque Violette Szabo, c'est l'expression est facile, mais c'est une enfant de la guerre, c'est-à-dire que son père était un Tommy britannique, sa mère une française de Picardie, enfin du nord de la France, et les deux se sont rencontrés alors que Charles Bushell, donc le futur père de Violette, servait sur le front de la Somme. Il est tombé amoureux de la petite française qui s'appelait Reine Leroy. Et voilà, ils sont mariés quelques jours avant l'armistice du 11 novembre. Et Violette est venue au monde un peu plus tard, puisqu'elle est née en 1921. Elle aurait 100 ans cette année. Elle va passer du temps en France, Violette? Oui. Alors déjà, elle naît en France. Elle va naître à Levallois-Perret et elle habitait dans les premiers jours de son enfance avenue de Clichy. Ses parents se retournaient quelque temps en Grande-Bretagne, mais clairement la situation économique du couple n'était pas florissante. Charles avait le plus grand mal à trouver un métier pérenne et rémunérateur, donc sa mère faisait beaucoup de couture, mais ils avaient quand même du mal à joindre les deux bouts. Et donc, quelques années plus tard, là, vous voyez, typiquement, j'ai une incertitude sur la durée de son premier séjour à Londres, quand elle est rentrée en Angleterre, mais quelques années plus tard, on va dire, elle retourne en France, et là, elle va être élevée par sa tante, là aussi du côté de Quai-Vauvilliers. À Noyelles, donc la sœur de Reine Leroy. On sait si elle parlait bien le français, cette jeune Violette? Alors, elle parlait extrêmement bien français, puisqu'elle a été élevée on dit qu'elle restait environ 7 ans. La marge d'erreur est pas très grande, on va dire 7 ans. Elle reste 7 ans, donc élevée dans ce petit village de France. Elle va à l'école communale comme tout le monde. Elle apprend elle parle français parfaitement couramment. Elle parle français avec sa mère aussi. Elle parle français avec son frère, qui lui aussi a été envoyé outre-Manche. Et à telle enseigne que quand elle va revenir en Grande-Bretagne, cette fois-ci elle sera adolescente. Au début, elle va se faire un petit peu moquer par ses camarades d'école parce qu'elle a un petit accent français, et donc on l'appelle la froggy, la grenouille. Et très étrangement, plus tard, on en reparlera, quand elle sera recrutée par les services spéciaux britanniques, là ça sera l'inverse. Elle aura un petit accent britannique qui teintera sa langue française, et qui était assez dangereuse sur le terrain. Est-ce qu'on sait quel type d'enfant, parce que on va le voir, elle meurt très jeune, elle meurt à 23 ans. Est-ce qu'on sait quel type d'enfant elle était? Oui, on a des informations, malheureusement, là aussi, oui, j'aurais bien aimé trouver un peu plus de courrier, des choses comme ça, pour donner un petit peu de plus de chair à cet enfant. En tout cas, tout ce qu'on sait, ça, tous les témoignages convergent, c'est qu'elle était extrêmement sportive, elle aimait bien prendre des risques, elle escaladait tout ce qui était plus haut de 2 mètres, des arbres, des talus, des collines. Elle adorait ça, elle faisait beaucoup de bicyclettes, de patins à glace. On disait même qu'elle était une fine gâchette, et que dans les fêtes foraines, elle arrivait toujours, elle était excellente au tir. Son père d'ailleurs aimait aussi le tir, et on raconte un jour qu'il avait posé une pomme sur la tête de Violette et qu'il avait tiré dessus avec une carabine à air comprimé, donc une espèce de remake de Guillaume Tell. Voilà, donc elle était très très sportive, donc très gaie, beaucoup d'amis.
Que vous dire d'autre? C'est quelqu'un elle est vraiment comme toutes les jeunes filles de son âge, hein. Elle aime danser, elle aime se maquiller, elle est coquette. À 16 ans, elle commence à sortir un petit peu à Londres. Elle a des grands souvenirs elle a pu aller dans des galas puisque son frère était, je crois, maître d'hôtel, donc il avait pu la faire rentrer dans des galas où alors elle subjugue un peu tout le monde. Alors elle n'a que 16 ans, hein, évidemment, mais voilà, elle est vraiment pleine de vie. C'est une jeune femme toute simple. Alors après, les relations avec ses parents n'ont pas forcément été toujours très simples, hein. Charles était un caractère dur, sévère. Je pense que les relations étaient beaucoup plus simples et coulantes avec sa mère, Reine. Alors elle cherche du travail assez rapidement parce que il y a une nécessité, vous le disiez tout à l'heure, hein, ce n'est pas une famille qui roule sur l'or et donc on demande à la jeune fille de travailler. En fait, vous montrez qu'elle, j'allais dire, elle ne trouve pas son miel, elle ne trouve pas son miel dans les différents travaux qu'elle peut réaliser, ça ne l'intéresse pas. Oui, alors ça c'est vrai qu'elle est assez, elle virevolte d'un petit job à l'autre, si j'ose dire. On dit qu'elle aurait voulu être coiffeuse, mais qu'elle n'avait pas pu suivre la formation, notamment pour des raisons financières. Donc elle va se retrouver vendeuse dans ce qui étaient déjà des grands magasins, hein, et donc on va la retrouver au rayon parfumerie notamment, où là aussi son élégance naturelle va jouer en sa faveur, puisque les clientes apprécient beaucoup ses conseils. Elle a des bons, ses patrons font son éloge. Mais en effet, elle s'ennuie vite. Donc, dans ce qui lui reste comme temps, eh bien, là aussi, elle danse beaucoup. Elle sort beaucoup avec ses amis. Elle est très libre en fait, d'une certaine façon. Hein. C'est loin des clichés qu'on peut avoir. Elle a une vie tout à fait remplie. Elle a des petits amis, etc. Enfin, et puis une fois de plus, vous le disiez, il faut rappeler qu'elle a à cette époque-là, elle a 14, 15, 16 ans, 17 ans. Elle est encore toute jeune. Alors, passons ces expériences professionnelles. Quand et comment va-t-elle rencontrer son futur mari Étienne? Alors là, il faut qu'on revienne un tout petit peu dans le contexte, qu'on fasse un plan large, si j'ose dire. On est en 1939, la guerre éclate, l'Angleterre se retrouve engagée dans la lutte contre l'Axe, et puis après Narvik, elle est quasiment tout seule contre l'Allemagne. Donc ça, c'est quelque chose qui est vécu très difficilement dans la famille Buchel, puisque c'est assez intéressant, la poche de Dunkerque a été refermée à Noyelles-sur-Mer. Hein, donc c'est quand même un symbole, hein, de savoir que tout leur pays, toute leur terre d'origine occupée par les Allemands. Donc on subodore que Rennes, le roi, le vit très mal, et Charles Buchel aussi, qui était un patriote accompli. Donc voilà, il y a ce climat qui est très lourd. Violette a 18 ans, et un tout petit peu plus tard, donc le 14 juillet 1940, il se passe un événement qui a quand même pas mal d'allure, hein, et beaucoup de panache à Londres, à savoir que les premiers Français libres vont défiler pour le 14 juillet. Ce sera le 14 juillet 1940 à Londres. Ça sera le défilé de la France libre, donc avec le général de Gaulle qui va passer en revue les troupes. Et ces troupes sont extrêmement émouvantes parce qu'il y a beaucoup de rescapés de Dunkerque, des gens qui ont rejoint l'Angleterre dans des chalutiers, dans des chaloupes, des barques, dans des moyens vraisemblables, ou dans des navires militaires anglais à fond de cale sous les obus de la Luftwaffe. Et il y a également des légionnaires qui, eux, ont beaucoup plus d'allure parce qu'ils n'ont pas été autant étriés, si j'ose dire, que leurs autres camarades. Ils reviennent de Narvik, hein, qui était la seule victoire alliée de cette période. Ils reviennent de Narvik, ils ont fait une toute petite boucle par la Bretagne pour essayer de monter ce qu'on appelait le Ré du Breton, mais qui n'a rien donné. Et donc ils sont arrivés à Londres dans la foulée. Et alors eux disposent encore de tout leur uniforme, de leur équipement, etc. Donc ils ont fière allure. Ils ont, vous savez, un chèche blanc qui remplace un peu le képi blanc comme symbole. Et donc ces hommes défilent, donc je vous le disais, le 14 juillet au cœur de Londres. Et Reine va demander à sa fille d'aller les applaudir, d'aller les soutenir. Donc elle va partir avec une de ses amies et elle a comme consigne de ramener, si elle le peut, un de ses soldats chez elle, à la maison, pour qu'on puisse lui faire un bon repas français, pour qu'il retrouve une ambiance un petit peu familiale. Et donc Violette regarde ce défilé et évidemment elle voit allons-y pour les clichés, tant pis, elle voit un beau légionnaire, il s'appelle Étienne Zabot, il est d'origine hongroise. Et elle l'invite rapidement à déjeuner. Il accepte volontiers. Et c'est vrai qu'une fois de plus, le destin de Violette est toujours très romanesque, puisqu'ils vont tomber amoureux quasiment instantanément. C'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, ils veulent se marier, et ils vont se marier un mois après. Un peu à l'inquiétude de ses parents, qui savent pas très bien qui est ce légionnaire, d'où il vient, quel est son passé. Et ça va vraiment être un couple extrêmement amoureux. Alors,
les circonstances de la guerre expliquent peut-être qu'on se marie de façon peut-être plus accélérée, mais il y a vraiment une histoire d'amour qui est un coup de foudre, qui est assez saisissant dans son itinéraire. Mais tomber amoureux en période de guerre n'est pas une chose aisée, parce que Étienne doit repartir au combat. Alors Étienne doit repartir au combat il est à peu près un mois sur le sol britannique, et il repart en effet rapidement puisque De Gaulle souhaite tout de suite reprendre l'initiative en Afrique pour établir des bases d'attaque, en fait, des têtes de pont, si j'ose dire, dans l'empire colonial. Et donc Étienne va en effet repartir, et ça va être toutes les opérations de Dakar, du Gabon, et puis après il va faire le tour de l'Afrique, passer par le cap de Bonne-Espérance, remonter vers l'Érythrée. Là, les légionnaires vont se battre comme des lions contre les Italiens. On a un peu oublié cet épisode de l'Érythrée. Et ensuite, les légionnaires, donc de la 13e DBLE, c'est son unité, les légionnaires vont aller combattre en Syrie. Et alors là, c'est vraiment une tragédie, puisque en face d'eux, ce sont des Français, les hommes du général Dens, et ce sont pour beaucoup des légionnaires. Donc des légionnaires qui combattent des légionnaires, c'est quelque chose qui est insupportable en fait dans l'esprit de ce corps. Donc voilà, les opérations vont être assez vite menées. On va faire en sorte que les légionnaires aient le moins possible à affronter d'autres légionnaires, mais ils vont quand même aller affronter notamment des troupes indigènes. Donc il y a des combats à Damas. Enfin, c'est d'une actualité assez étonnante quand on y pense. Et voilà, donc il y aura aucune décoration attribuée après l'épisode de Syrie, aucune citation, on n'en parlera pas. Et Étienne va pouvoir revenir au bout d'un an, en Angleterre, et va croiser quelques semaines à peine, même pas, une petite semaine, va retrouver Violette pendant une semaine. C'est à cette occasion qu'elle tombe enceinte. Et elle tombe enceinte. Comment alors elle va continuer à essayer de travailler, elle va même s'engager dans la défense antiaérienne. Comment va-t-elle s'engager dans le fameux SOE? Alors, en effet, tout d'abord, peut-être, qu'est-ce que le SOE? Oui, alors en effet, on va peut-être repréciser un tout petit peu les choses. Violette, ça correspond bien à son tempérament. Vous le lisiez, s'engage dans la défense passive, puis dans la défense anti-aérienne. Elle rêve de porter l'uniforme et de combattre, en fait. Elle refuse de devenir secrétaire ou assistante d'un général ou chauffeur. Et donc, dans la défense anti-aérienne, elle va trouver à s'épanouir. Sauf qu'en effet, elle aura entre-temps eu la bonne nouvelle d'apprendre sa grossesse, enfin qu'elle attendait une petite fille. Donc, elle va pas y rester très longtemps. Les circonstances qui vont la conduire au SOI, dont je vais vous dire un mot très précisément juste ensuite, ce sont des circonstances tragiques. En fait, c'est que son mari Étienne est reparti en Afrique, cette fois-ci en Égypte, et il participe avec son unité à la bataille de l'Imémat, qui est évidemment moins connue que celle de Bir Hakeim, et pour cause, parce que la Légion a subi ce jour-là une déroute sévère. Et le jour de cette bataille, en octobre 42, Étienne est tué, aux côtés de son colonel, d'ailleurs le mythique Amilcar Vary. Et donc Violette va l'apprendre quelques semaines plus tard, elle est folle de douleur, et là, elle a vraiment envie de s'engager et d'aller combattre, les armes à la main, les Allemands. Un sentiment de vengeance ? Alors, j'ai du mal à parler de vengeance dans le cas de Violette. Ça correspond pas forcément à son esprit, qui serait un esprit, j'ai envie de dire revanche. C'est pas pour travailler sur le sens pour pinailler, pour parler de façon un peu vulgaire. Mais je n'ai pas envie de la réduire à un personnage animé par une envie de vengeance, une envie peut-être un petit peu sanguinaire. Je pense elle avait une espèce de décence commune, d'une certaine façon, ce qu'elle vivait était devenu inacceptable. Elle ne pouvait pas l'accepter. Donc il fallait qu'elle s'engage, en fait. Et alors évidemment, elle caressait l'idée de porter des coups meurtriers aux Allemands. Mais une fois de plus, elle n'était pas guidée par un esprit sanguinaire. Alors, elle va intégrer le SOI, le Special Operation Executive. Alors c'est un service clandestin qui a été monté à la demande de Churchill dès 1940 et qui est séparé de l'Intelligence Service. Il y aura même une forte rivalité. La hiérarchie n'est pas la même. Le SOI va dépendre du ministère de la guerre économique. On ne sait pas très bien pourquoi, mais en tout cas il n'est pas rattaché au ministère de la Défense britannique. Et sa mission est très simple, elle consiste à mettre le feu à l'Europe. C'est la consigne qui a été donnée par Churchill. Donc l'idée, c'est partout en zone occupée d'envoyer des agents pour former des maquisards, faire des actions de sabotage, faire des assassinats, vraiment faire très mal à l'allemand. On n'est pas du tout dans
enfin il y a le côté un petit peu légendaire des services spéciaux à la James Bond. Là, ça n'existe pas. Hein. Les agents sont formés pour porter tous les clous, même les plus interdits. Hein. Il n'y a pas vraiment de fair play dans les actions qui sont menées. Et le résultat, c'est que ça va être d'une grande efficacité. Quelle est la place des femmes dans ces unités? Parce que c'est un véritable coup de force. D'ailleurs, après-guerre, les autorités vont nier, comme vous l'expliquez, avoir engagé des femmes à de tels postes. En effet, il y a une sorte de zone d'ombre sur le recrutement des femmes dans les services spéciaux britanniques et au SOI en particulier. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que elles ont joué un rôle absolument capital dans cette organisation. Je vous rappelle, le SOI est divisé en branches. Et moi, je me suis intéressé à la branche française du SOI, donc la section F du SOI, commandée par un personnage assez connu qui s'appelait Maurice Buckmaster. Et au sein de cette section F, il y aura 42 femmes qui vont être formées et envoyées clandestinement sur le sol français. Sur combien de personnes environ ? Alors, les effectifs précis de la section F sont difficiles à chiffrer, mais on est quand même sur la proportion est faible. Il y avait plusieurs centaines d'agents au total, mais il y a eu des recrutements locaux, il y a eu des recrutements à Londres, il y a eu des agents de personnalité. Et en plus, il y avait deux branches du SOI qui étaient dédiées à la France, donc c'est un petit peu complexe, mais il y avait en effet beaucoup plus d'hommes, ça c'est certain. Mais donc 42 femmes, et simplement, je voudrais rappeler un chiffre, sur ces 42 femmes, 13 sont mortes. C'est-à-dire que c'est un taux de perte de 31%, ce qui est colossal. Colossal. Alors, Violette s'entraîne dur, et d'ailleurs, l'appréciation de ce travail ne sera pas forcément complaisant. Non, c'est drôle, en effet. Alors, elle a sur le papier beaucoup d'atouts pour réussir. Hein. Elle est, une fois plus, jeune, sportive, francophone, ce qui est essentiel, endurante, résolue. Mais en effet, elle va subir 3 stages de formation, dont un extrêmement éprouvant dans le nord de l'Écosse, où elle apprend toutes les techniques du close combat, elle rampe, elle court, elle saute, elle nage. Enfin, c'est effrayant. D'ailleurs, on lui apprend à tuer aussi de façon assez plus qu'explicite. Mais au cours de ces formations, en effet, les appréciations sont mitigées. Hein, tout le monde remarque qu'elle a bon cœur, ça fait partie des commentaires qu'on peut lire, que c'est un caractère extrêmement agréable, que c'est une personne d'une compagnie rafraîchissante et qu'elle est formidable, mais on la trouve pas forcément extrêmement brillante intellectuellement. Et on la trouve aussi très fataliste. Et ça les inquiète beaucoup au SOI. Ce qu'on dit, c'est qu'ils ne veulent pas... un bon agent est un agent qui rentre vivant. Donc envoyer sur le terrain des agents qui sont totalement résolus à l'idée d'être arrêtés par les Allemands, torturés, exécutés, ça n'a aucun intérêt pour eux, c'est même dangereux. Hein, ils ne voulaient pas avoir des profils comme ça, et ils ont décelé cette tendance chez Violette, qui a quand même des gros coups de blues. Hein. Une fois de plus, elle a un tempérament très joyeux, mais parfois elle a des grosses chutes de régime quand elle pense à son mari, notamment. Hein, donc une fois de plus, elle était extrêmement amoureuse quand elle pense à sa petite fille qui est née entre-temps, Tania. Elle ne sait pas très bien ce que va devenir Tania si elle est envoyée sur le terrain, donc elle a beaucoup d'inquiétudes aussi qui la tourmentent. Elle va longtemps cacher son existence. Elle va cacher l'existence de Tania au début, en effet. Parce que clairement, ça pouvait être encore un élément qui aurait pu refroidir les cadres du SOI. Je vous cite, dans cet univers, Violette Szabo balance entre insouciance et gravité, jeunesse et maturité, enjouement et tristesse. Ce n'est plus la jeune fille d'avant-guerre, rayonnante et heureuse de vivre. La guerre, le désir de vengeance et l'intensité physique et émotionnelle des formations du SOI ont bouleversé son état d'esprit. La Violette Szabo, d'après la formation au SOI, n'est plus la même que celle d'avant. Non, alors je plaisante, enfin je ris parce que je vois que j'ai utilisé moi-même le mot vengeance que je refusais d'employer tout à l'heure. Donc vous voyez, j'ai évolué dans le regard que je porte sur Violette. Comment dire, oui, elle n'est vraiment plus la même. C'est une femme qui le résumé que vous avez fait tout à l'heure dit bien les choses. À 18 ans, c'est une jeune fille insouciante. À 22 ans, elle est déjà mariée, veuve de guerre, mère d'une petite fille, et elle vient d'être recrutée par les services spéciaux. Donc c'est quand même un condensé, une intensité assez étonnante. Et en effet, elle fait preuve de davantage de maturité. Mais en même temps, t'entends la jeune fille espiègle qu'elle est et qu'elle demeure ressurgit fréquemment. On le verra, y compris dans des circonstances tragiques. Hein. Même à Ravensbrück, elle arrivera à dérider ses camarades de déportation quand leur morale s'effondre. Hein. Mais c'est vrai que là, elle a quand même des chutes de morale assez régulières. Et ses instructeurs le notent bien d'ailleurs, le remarquent. Alors, tout agent du SOI était associé à un réseau. Oui. Et ce réseau, son réseau, ça sera le réseau Salesman. Exactement. Donc une fois que elle va arriver au bout de sa formation.
très curieusement, clairement, il y a un moment, un passe-droit a dû être attribué. Alors, est-ce que c'était l'œuvre de Vera Atkins, dont on parlera tout à l'heure, hein, qui chaperonnait toutes les femmes du SEI? On ne sait pas très bien, mais elle va quand même passer, malgré les commentaires qui sont parfois, mais très très sévères, hein. Et donc elle va suivre un stage de formation parachutisme à Ringway. Elle va d'ailleurs se briser la cheville. Et après, elle est considérée comme prête à partir en mission. Et donc on l'affecte en effet à un réseau. La structure est à peu près toujours la même, hein. Il y a un chef de réseau, un radio et un agent de liaison. Elle sera agent de liaison et elle va être envoyée auprès du réseau donc salesman, qui veut dire vendeur ou commercial, qui était un réseau du SOI déployé dans le secteur Rouen-Le Havre, secteur essentiel hein, en termes de, c'était un axe de communication fondamental pour les Allemands, et on pressent déjà que les opérations de débarquement pourraient avoir lieu dans ce secteur-là. On en parle dès 1943. Donc les Allemands sont sur le qui-vive. Le problème, c'est que le réseau Salesman, qui avait été fondé par un homme exceptionnel qui s'appelait Philippe Liever, qui était lui aussi un agent du SEI, ce réseau a été complètement démantelé par la Gestapo et la police française au début de l'année 43, au printemps 43. Et donc en fait, Violette, qui est inconnue de la Gestapo locale, puisqu'elle n'avait pas participé à la constitution du réseau, elle va le rejoindre en cours de route. Violette est envoyée sur place pour faire un état des lieux. En fait, donc c'est pas une mission très très joyeuse, hein. Il s'agit de constater l'étendue des dégâts. Et ce qu'elle va constater est en effet tragique. Il ne reste rien du réseau. Tous les membres ont été arrêtés, envoyés en déportation. Il n'y a plus rien. Alors elle prend quelques renseignements, notamment elle observe les forces en présence, mais au bout de 15 jours sur place, elle s'aperçoit qu'il n'y a plus rien à faire de ce réseau. Il est plus reconstituable. Donc Salesman va être redéployé ensuite, cette fois-ci dans le Limousin. Alors vous la suivez, hein, vous la montrez notamment dans un train où elle se retrouve dans un compartiment où parce qu'elle est jolie, elle se fait évidemment draguer par des Allemands, et puis des Allemands l'accueillent dans leur compartiment. Ah oui, ça fait encore partie là des éléments romanesques liés à Violette Szabo. En effet, elle prend son train à la gare Saint-Lazare, hein, pour aller à Rouen. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Alors elle fait attention de pas trop parler parce qu'elle se méfie d'une petite trace d'accent britannique qu'elle pourrait avoir. Et voilà, elle fait tout évidemment pour ne pas être interpellée par les Allemands qui grouillent dans la gare et dans le train. Et en effet, le train est bondé et c'est un officier allemand qui va l'inviter à monter dans son compartiment pour lui éviter de rester debout. Et donc elle n'a pas d'autre choix que d'accepter, bien sûr. Et donc elle se retrouve dans un wagon, enfin dans un compartiment d'officiers allemands, à fumer leurs cigarettes, à déguster leurs bonbons. Et voilà, oui, donc c'est un épisode, tout ça se termine bien en fait, hein. À la fin, l'allemand ne se montre pas trop insistant, ils sont très corrects, hein, faut le reconnaître. Et donc Violette peut enfin à Rouen s'en débarrasser. Et à Rouen, elle assiste au fameux bombardement des 18-19 avril 1944. Oui, alors ça, on n'a pas malheureusement, je n'ai pas de témoignage là-dessus. Simplement, il y a une concordance de dates qui est évidente. Elle est sur place à ce moment-là. Donc, en effet, c'était un des raids les plus violents menés par les Alliés sur le territoire français. Hein, c'est ce raid qui avait donné lieu à la fameuse affiche où on voit Jeanne d'Arc calcinée avec comme slogan les bourreaux reviennent toujours sur les lieux de leur crime. Est-ce qu'on sait comment elle a été évaluée à la suite de cette première mission ? Oui, alors là, pour le coup, on retrouve des traces dans son dossier personnel à Londres. Et là, pour le coup, les évaluations sont remarquables. Hein, elle s'est vraiment acquittée parfaitement de sa mission. Elle a rapporté des renseignements précieux. Elle a toujours conservé son sang-froid. Elle a fait preuve d'un courage quand même assez exceptionnel, parce que à Londres, là, à Rouen, elle vit dans la clandestinité les plus complètes, hein. Les agents de la Gestapo sont sur les dents. Elle ne peut faire confiance à personne et elle va réussir à mener cette opération à bien. Donc, en effet, on voit dans son dossier personnel des éloges absolument remarquables après cette mission. Alors, vous montrez entre autres les techniques d'approche, hein. Je renvoie nos auditeurs à votre livre. Il y a une deuxième mission, cette fois dans le Limousin. Alors, elle tardera un peu à se mettre en place, précisément à cause du débarquement. Pourquoi le Limousin ? Pourquoi cette délocalisation, ce passage de la Normandie au Limousin ? Alors là, pour le coup, donc on revient à Londres, parce que c'est ça aussi qui est étonnant. On est en pleine guerre et en pleine occupation. On peut envoyer et rapatrier des agents britanniques sur le sol français. Je dirais pas facilement, hein. Il faut naviguer il faut prendre l'avion en fonction des lunes. Et évidemment, se méfier de la chasse allemande. Mais voilà, il y a des atterrissages clandestins un peu partout en France.
Et donc Violette, par ce biais, repart à Londres une fois sa mission accomplie. Donc elle va retrouver Philippe Lever, en fait, elle retrouve Philippe Lever à Paris, ils rentrent ensemble à Londres, et elle va faire connaissance d'un nouveau compagnon qui est Bob Maloubier, dont je vous parlais tout à l'heure lors de votre première question, et un radio qui s'appelle Jean-Claude Guillet. Et donc là, ils vont être quatre agents du SEI en attente d'affectation. Philippe Lever, le chef de réseau, Bob Maloubier, expert sabotage, Jean-Claude Guillet, radio, et Violette, agent de liaison. Et donc ils ont qu'une seule peur, c'est d'être séparés et d'être expédiés sur des réseaux qu'ils ne connaissent pas. Et en fait, ils vont avoir un peu une forme de chance d'une certaine façon, parce que la structure du SEI, qui était implantée justement dans le Limousin, a été récemment démantelée par un coup de filet mené aussi là par les Allemands, puisqu'il n'y a plus de zone libre. Et donc il y a dans le maillage quasiment complet qu'avait fait le SEI du territoire français, il y a un trou. Et donc Buckmaster, le patron de la section F, demande à Philippe Lever de partir en urgence dans le Limousin pour se connecter avec un réseau un réseau très puissant, un maquis très puissant, qui est celui du colonel Guingouin, qui était un stalinien pur sucre, mais très efficace, un chef redoutable. Et donc l'idée du SEI, de Buckmaster, c'est de se mettre en relation avec ce maquis pour se préparer à porter des coups aux Allemands. Et en particulier à la division d'Azreich, dont tout le monde sait qu'elle est stationnée à Montauban et que elle est en mesure de remonter sur le front de Normandie en l'occurrence en quelques heures, en quelques jours. Et donc il faut tout faire pour empêcher l'arrivée de cette division sur le front, pour éviter que le sort des armes ne se renverse. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est en préparation, on va dire en avril, mai, juin 44. Elle n'aura pas le temps de remplir sa mission parce qu'elle est arrêtée quasi immédiatement. Oui, c'est ça qui est assez étonnant aussi dans ce personnage de Violette, c'est que finalement son action militaire stricto sensu, c'est une mission de 15 jours à Rouen et 3 jours d'opération dans Limousin avant sa capture. Pour elle qui rêvait de combattre, finalement elle aura agi pendant 15 jours, ce qui peut sembler peu, mais 15 jours d'une grande intensité. Oui, en effet, donc pour répondre plus précisément à votre question, elle est parachutée le 8 juin, après plusieurs reports successifs. Donc le débarquement vient d'avoir lieu. Elle arrive au milieu des hommes de Guingouin, et alors c'est un peu la résistance telle qu'on peut l'imaginer, avec des ralliés de la dernière heure qui sont arrivés en masse depuis le 6 juin, tout ça ça fanfaronne, ça ne prend pas les mesures de sécurité ne sont plus respectées, et il leur manque un renseignement absolument indispensable, à savoir que la fameuse division d'Azreich est en train de remonter et que les Allemands sont dans le secteur et commencent à prendre position à Limoges, à Tulle, et bientôt à Oradour, puisque Oradour se trouve sur le chemin de cette division. Et de façon incompréhensible, le colonel Guingouin n'a pas fait remonter cette information à l'équipe du SEI, puisque lui était nécessairement informé. Quand on fait les recoupements chronologiques, on sait qu'il était nécessairement informé de notamment l'arrivée des Allemands à Limoges. Donc Violette est partie pour accomplir une mission de liaison avec un autre maquis. Au bout de 40 km, donc elle était basée à Sussac. Au bout de 40 km, elle tombe sur un barrage allemand. Elle est avec un camarade du service. Celui-ci parvient à s'enfuir. Elle n'arrive plus à avancer. Donc on suppose qu'elle s'est refoulée l'Achille, qu'elle s'était brisée en s'entraînant au parachute. Donc elle vide quelques chargeurs de sa Sten sur les Allemands qui la poursuivent et elle est finalement capturée. Donc en effet, c'est 3 jours d'opération. Vous mentionnez au fait dans votre livre que les Allemands recherchaient, en fait, il manquait, je n'ai plus le souvenir de son nom, mais les soldats allemands recherchaient un disparu dès l'heure. Oui, exactement. C'était un capitaine alors c'était le régiment der Führer, je crois, de la division d'Azreich, qui était l'équivalent d'un capitaine, je crois. Un officier très chevronné qui avait une grande réputation auprès de ses hommes. C'est ça qui est compliqué dans cette division, c'est-à-dire que ce sont à la fois des officiers sanguinaires, ils ont les mains éclaboussées du sang, notamment des juifs massacrés sur le front russe, et en même temps ce sont des combattants exceptionnels. Donc je fais attention aux mots que j'utilise, je n'oublie pas leur dimension criminelle, mais ce sont aussi des soldats remarquables. Et donc ce fameux capitaine avait une réputation, avait été très courageux sur le front russe. Alors je sais pas ce qu'il avait fait d'autre ou pas, mais en tout cas il s'était battu avec courage, et donc il a été intercepté par les maquisards de Guingouin. C'est pour ça que j'affirme que Guingouin était au courant de la présence des Allemands dans la région,
puisque c'est après sa capture que la Das Reich a engagé des opérations de ratissage et des négociations, c'est ça qui est encore plus incroyable, pour retrouver leur officier. Et en fait, Guingouin ne l'a pas restitué. On a proposé de faire des échanges de prisonniers, etc. Il a refusé de le rendre parce qu'il venait d'apprendre un massacre commis par la Das Reich. Alors non pas au Radour, non pas à Tulle, mais encore une autre tuerie. Et du coup, il a sans doute fait exécuter dans un coin du maquis. On l'a jamais retrouvé, ce fameux capitaine. Donc en fait, elle est arrêtée. J'allais dire la faute à pas de chance, c'est que ce n'est pas une question de trahison, c'est simplement un barrage. Elle est passée au mauvais moment, au mauvais endroit. Oui, c'est pas de chance et c'est en même temps de l'inconscience parce que le camarade avec qui elle a pris la route était très fanfaron et n'a pris aucune mesure de précaution. Ils sont partis en traction avant avec le coffre bourré de munitions, des mitraillettes sur les jambes, donc ils pouvaient même pas raconter d'histoire s'ils se faisaient arrêter. Et oui, c'est la malchance, mais enfin moi je vois aussi beaucoup d'incompétence dans cette histoire-là. À Susa, dans le village où elle a été arrêtée, la veille même de son arrivée, un homme avait été fusillé par des Allemands qui venaient déjà de faire un ratissage dans la région. Donc c'est impensable que des gens aussi bien renseignés que les maquisards de Guingouin n'aient pas fait remonter cette information. Là, il y a vraiment eu un couac. C'est plus qu'une déveine, je trouve. Que sait-on exactement de sa détention ? Pas grand-chose. Hélas, je ne peux pas vous répondre autre chose que pas grand-chose. Alors, elle passe par Limoges d'abord. Elle est interrogée par la Gestapo ou l'Abwehr, je sais jamais, à Limoges. On dit qu'elle aurait été molestée. On a un témoignage d'une femme qui était en détention avec elle, qui aurait indiqué qu'elle revenait très fragilisée de ses séances d'interrogatoire. Mais on n'a pas de preuve absolue du fait qu'elle ait été torturée. Donc elle est interrogée pendant 5-6 jours à Limoges et elle est transférée ensuite à Fresnes, en région parisienne, et régulièrement interrogée à la Gestapo avenue Foch, surnommée avenue Bosch, par les résistants. Alors là aussi, il y a eu beaucoup de versions pour indiquer qu'elle avait été atrocement torturée, etc. On n'a pas de sources qui parviennent à le démontrer. Il faut savoir que l'Abwehr et la Gestapo étaient remarquablement renseignés sur le SEI. Parce que autant le réseau Selzmann a été a priori épargné par les affaires de trahison, de double jeu, etc., mais il y en a eu quand même ailleurs au SEI. Il y a eu des captures, des hommes torturés, des gens qui ont parlé, des gens qui ont joué double jeu. Et donc quand on arrive dans le bureau de l'officier de la Gestapo, les témoins racontent qu'on voyait sur un organigramme tous les noms réels, même pas les pseudonymes, les noms réels des agents du SEI répartis réseau par réseau, etc. Donc, en général, il leur fallait, ça suffisait à les faire parler. Ils avaient le sentiment que leur interlocuteur savait déjà tout. Et de toute façon, au SEI, on leur demandait pas de faire silence absolument. On savait que de manière très probable, les captifs finissaient par parler, donc on leur demandait simplement de tenir 48 heures. Elle tente de s'échapper ? Alors, elle est animée par l'envie de s'échapper permanente. Ça, pour le coup, on a des camarades de détention qui le racontent, et notamment, elle s'entraîne beaucoup. Elle fait du sport, elle fait des exercices pour essayer de se maintenir en bonne forme pour pouvoir se faire la belle, si j'ose dire. Mais elle n'en aura pas l'occasion. Elle aura un projet d'évasion bien plus abouti, mais qui va échouer quand elle sera déportée. Quand elle sera déportée, en fait, le train, c'est bien cela. Oui. Le train est bombardé et il y a eu une occasion à ce moment. Oui, alors en effet, donc Violette Szabo est déportée en août 44. C'est un des derniers convois de déportés qui partent pour l'Allemagne. Les Alliés sont aux portes de Paris. Pourquoi ce qui m'étonne, c'est de voir qu'au fond, vous suivez alors pas simplement Violette, parce que vous expliquiez qu'elle n'était pas seule. Il y avait deux autres femmes avec elle. Pourquoi l'envoyer si loin ? Pourquoi au fond ne pas exécuter ces personnes à Fresnes, sur Paris, voilà. Pourquoi elle a été envoyée là-bas ? C'est votre question soulève un vrai mystère. Moi, je n'ai pas la réponse à cette question-là. Alors, de façon administrative, on peut dire que c'était des condamnés qu'on appelait Nartunnebel, donc qui étaient voués à la disparition et dont on devait faire disparaître toute trace. Donc si vous exécutez quelqu'un à Paris dans une prison, les camarades de détention le savent, entendent le bruit du peloton d'exécution. Donc il semblait peut-être plus prudent d'aller les faire mourir en Allemagne, effectivement, dans la nuit et le brouillard. C'est peut-être la seule explication qui puisse tenir la route.
Mais c'est vrai qu'on est toujours étonné de voir ces luxes de précaution pris par les Allemands, surtout en cette période où leurs armées refluent partout. Alors Vera Atkins, qui était une de ses responsables, qui l'a d'ailleurs poussé dans sa formation, après la guerre, va rechercher des informations sur Violette Szabó parce que effectivement, on n'a pas de nouvelles. Non, on a aucune nouvelle d'elle et on a presque pas de... Le convoi dans lequel monte Violette comprend une 50aine de personnes, dont une large majorité d'hommes, puisqu'elles ne sont que 3 femmes, vous lisiez bien, 3 femmes de la section F. Et tous ces hommes vont disparaître. Quasiment, il y aura peut-être 3-4 survivants. D'ailleurs, Stéphane Hessel faisait partie de ce convoi. Il ferait partie des rares survivants. Tous les hommes ont été assassinés ou presque à Buchenwald, pendus avec dans des cordes de piano, pour vous donner le luxe de détails. Et les 3 femmes, Violette et ses 2 camarades, vont être déportées à Ravensbrück. Et en effet, donc Violette est exécutée. Là, on n'a pas la date précise, on ne sait pas. C'est fin janvier, début février. Elle était exécutée de nuit. Alors ça aussi, ça rejoint un peu votre question. C'est très curieux parce qu'il y a un protocole, c'est-à-dire qu'on vient la chercher. Il y a vraiment le chef du camp qui est là. Il y a un médecin. Il y a des gardes. Enfin, les choses se font de façon presque protocolaire. Et donc les Violette et ses 2 camarades sont mises à genoux et exécutées d'une balle dans la nuque et immédiatement envoyées au four crématoire. Donc aucune trace de Violette Szabó et de ses camarades. Donc Vera Atkins, qui était l'adjointe de Buckmaster à Londres, et donc un peu la maman d'une certaine façon des agents féminins. Ça a un côté peut-être un petit peu... l'expression est impropre parce que c'était une femme de caractère et d'un courage aussi étonnant. C'est une femme d'action, mais elle maternait un peu ces agents féminins. Elle en prenait un soin particulier. Et donc en effet, pendant plusieurs semaines, alors que plus personne ne veut enquêter, tout le monde passe à autre chose, elle va faire le tour des prisons allemandes pour enquêter, en zone d'occupation britannique notamment, pour enquêter, pour trouver des traces de toutes les femmes qui avaient disparu. Et donc elle va pouvoir reconstituer donc quel fut le sort de Violette et de beaucoup d'autres de ces agents qui avaient disparu. Pourquoi on en vient à sa mémoire? Pourquoi y a-t-il un décalage entre la mémoire anglaise de Violette Szabó et la mémoire française? Alors, pour de bonnes et de mauvaises raisons, j'allais dire. La bonne raison, c'est que Violette Szabó, en effet, a été engagée dans les services britanniques, qu'elle vivait à Londres à l'époque. Donc, elle a, même si elle était franco-anglaise, elle a une identité qui est quand même associée géographiquement et physiquement à la Grande-Bretagne, notamment le quartier de Stockwell à Londres où elle a vécu, etc. Donc, aujourd'hui, sa maison est ornée d'un petit écriteau, il y a des fresques dans son quartier, etc. Mais c'est vrai que c'est curieux qu'on ne la connaisse pas en France, mais j'allais vous dire, on ne connaît pas non plus les 41 autres agentes du SEI, et les 13 en particulier qui sont mortes dans des circonstances comparables à celles de Violette. Il y a une dimension chez elle qui est très, une fois plus, romanesque, et puis elle est portée en effet par je suis désolé, mais par un physique assez exceptionnel, mais tous les autres agents, certaines d'entre elles ont fait des actions remarquables, et plus conséquentes, j'allais dire, militairement, que celles de Violette. Ouais. Alors, mais il y a quand même, alors je rejoins quand même pour dire qu'il y a une forme d'omerta sur l'action du SEI en France. Et quand on va chercher la source de cette omerta... De Gaulle n'aimait pas, pour tout dire. De Gaulle n'aimait pas le SEI. Il n'aimait pas les Britanniques et il n'aimait pas le SEI. Mais vraiment de façon violente. C'est-à-dire que ce que j'ai compris, ce que je n'avais absolument pas réalisé avant de m'attaquer à ce travail, c'est que les Britanniques, Intelligence Service et SEI, sont omniprésents dans la résistance intérieure française. Où que vous alliez, dans quel maquis que vous alliez, vous avez toujours, ou presque, j'allais dire un backup du SEI, des experts qui sont là pour organiser des parachutages, pour former les maquisards, pour faire des actions d'enseignement, etc. Ils sont omniprésents. Et moi, j'ai vraiment pris la mesure de l'importance stratégique de l'aide britannique à la résistance française en travaillant sur le personnage de Violette. Je ne le savais pas. Et comment dire, il y a 2 anecdotes qui sont assez révélatrices. C'est-à-dire que au moment de la libération de Toulouse et de Bordeaux, je crois bien, je confonds peut-être, il faudrait vérifier, mais je crois que c'est Toulouse et Bordeaux, il y avait sur place les chefs des réseaux SEI qui participaient aux festivités, aux célébrations de libération des endroits, et le général de Gaulle ou son entourage les a fait éjecter, les a traités de mercenaires, leur dit qu'ils ne voulaient pas les avoir sur place au moment des célébrations, alors que la population locale acclamait ces agents au premier chef et les trouvait remarquables et voulait leur manifester leur gratitude. Et donc il y a eu une omerta comme ça qui a duré indéfiniment. Et donc là, la date au moment où vous en parlez m'échappe un peu, mais un monument a été quand même consacré aux agents du SEI morts sur le sol français à Valençay,
dans l'Indre, qui était un endroit où avaient lieu de nombreux parachutages d'agents. La reine-mère est venue inaugurer ce monument, la reine-mère quand même. Et la France a envoyé un secrétaire d'État aux anciens combattants, inconnu. Vous voyez, je ne connais même plus son nom aujourd'hui. C'était quand même un symbole assez étonnant qui veut un peu tout dire. Elle reçoit la George Cross, qui est la plus haute distinction, ou une des 2 plus hautes distinctions en Angleterre. En revanche, il a fallu un certain temps pour qu'elle ait la médaille de la Résistance, qui semble absolument, là encore une fois, hallucinant. Oui, alors là aussi pour de bonnes et de mauvaises raisons. Alors en effet, je vous confirme, c'était la plus haute distinction accordée à des civils. C'est ça qui est particulier, c'est qu'elle a une action totalement militaire clandestine. Et la deuxième femme à l'avoir. Et c'est la deuxième à l'avoir avec Odette Sanson. Mais en tant que civile, alors qu'elle était ensign, c'est-à-dire sous-lieutenant dans l'armée, mais on leur reconnaissait pas un statut à part entière de militaire. Et en effet, en France, pour de bonnes raisons, les procédures vont être beaucoup plus longues parce que on manque énormément de documents sur elle. En fait, il va falloir tout documenter, essayer de retrouver sa trace, documenter ses actions, etc. Donc il y a vraiment un travail qui est très long à faire pour qu'elle soit reconnue déportée, internée, résistante. Il y a un musée Violette Szabo en Angleterre. Exactement, dans la petite maison où elle allait passer ses vacances. Voilà, c'est une œuvre un peu familiale, mais qui regorge de pièces personnelles. C'est extrêmement touchant. Eh bien, merci beaucoup Guillaume Zeller d'être venu à notre micro. Donc présenter votre ouvrage Violette Szabo de Londres à Ravensbrück, une espionne face au SS, un ouvrage paru chez Talandier. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité. Encore une fois, n'hésitez pas à nous soutenir. Rendez-vous sur notre site internet Storia Voce dans la rubrique Soutenez notre association. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.